En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est donc à l'école que nous passons les premières années de la vie, afin de devenir plus tard des adultes capables d'évoluer en société et d'y trouver une place. Cependant, l'école n'est pas toujours un lieu de réussite. C'est pourquoi il est important de la remettre en question. Bon, il est important de réaliser que le champ des neurosciences a fait des progrès considérables et que les idées qu'on avait il y a 50 ans, eh bien maintenant ne sont plus du tout défendables. Déjà, on pensait avant que le cerveau était déjà quasiment câblé depuis la naissance et qu'il se contentait ensuite de grandir. Et on s'est aperçu depuis, grâce surtout aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale qui permettent d'étudier le cerveau vivant en train de fonctionner, on s'est aperçu que notre cerveau, en fonction des apprentissages et en fonction des expériences de la vie, change de forme, que en permanence, selon nos histoires vécues, il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui vont se fabriquer, d'autres qui vont régresser, et tout ce processus va faire que on peut voir des zones dans le cerveau qui vont être plus ou moins épaisses, selon le fait qu'on a, jeune par exemple, pratiqué un instrument de musique comme le piano. Chez les musiciens professionnels, ils ont le cortex cérébral qui est un petit peu épaissi dans les zones qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Il y a de très nombreux exemples qui montrent que toutes sortes d'apprentissages, que ce soit des apprentissages sportifs, manuels, sensoriels, mais aussi cognitifs, des entraînements à la mémoire par exemple, vont vraiment façonner notre cerveau. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que en permanence, ce cerveau va finalement s'adapter à l'environnement dans lequel on vit, et cela en plus à tous les âges de la vie. Donc c'est très important de réaliser que l'on peut apprendre à tous les âges de la vie, qu'il n'y a pas un âge limite, par exemple, qui ferait que nos facultés ne sont pas adaptées à tel type d'apprentissage. Et cela montre aussi que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de la motivation pour les élèves, pour les enseignants. C'est en fait arriver à donner du sens dans la façon d'enseigner. Il est hélas dommage de voir que les avancées scientifiques sur la connaissance du cerveau, et en particulier sur la plasticité cérébrale, ne sont pas toujours prises en compte par un certain nombre d'enseignants ou bien de milieux qu'on va qualifier de conservateurs, qui pense que justement il y aurait dès le départ un déterminisme génétique qui ferait que les garçons et les filles n'apprennent pas de la même façon, ou qui ferait que certaines personnes ne pourront jamais développer certains types d'aptitudes. Eh bien, ces idées-là, justement, d'un cerveau figé, qui serait déterminé dès le départ, ces idées-là ne sont absolument plus défendables à l'heure actuelle, puisque non seulement l'expérience des parcours des garçons et des filles à l'école et dans la vie nous montre que on peut toujours arriver à changer d'habitude, à changer d'idée, à changer de style de vie. Enfin, l'humanité, c'est d'abord et avant tout de la diversité, et cette diversité, elle est possible grâce à nos capacités de plasticité cérébrale, et bien sûr, c'est en totale contradiction, heureusement d'ailleurs, avec les vieilles théories qui pensaient que tout était figé dès le départ dans le cerveau. Un projet pour une école qui soit le mieux adapté aux étudiants, aux élèves, pour justement faire qu'ensuite ils puissent s'épanouir dans la vie, c'est une école dans laquelle on va prendre la spécificité de chaque élève, mais on va aussi se rendre compte que cet élève va pouvoir évoluer dans ses goûts, dans ses motivations et aussi dans ses capacités d'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'à certains moments il y a des réticences pour tel type de discipline à apprendre que c'est quelque chose qui va rester toujours indélébile dans le cerveau de l'élève. Justement, grâce à ces propriétés de plasticité du cerveau qui nous permet justement de
en permanence nous adapter à l'environnement que nous vivons, aux expériences, à ce moment-là, l'élève va pouvoir, s'il est bien encadré et bien motivé, il va pouvoir développer un goût pour une discipline qu'auparavant il n'aimait pas spécialement. C'est à Angers que travaille Pascale Toscani, maître de conférence, spécialiste des neurosciences éducatives. Elle et son groupe de recherche travaillent avec des enseignants de la France entière pour construire l'école de demain grâce aux neurosciences. Les formations qu'on donne ici à l'université sont des formations en neurosciences de l'éducation, ce qui veut dire qu'il est important qu'on puisse apprendre aux enseignants à entendre et à lire les résultats des neuroscientifiques et de trouver les meilleurs moyens d'application dans le champ pédagogique. Donc à la fois qu'ils comprennent ce dont il est question en termes théoriques sur le fonctionnement du cerveau et à la fois développer chez eux la capacité d'organiser des outils pédagogiques pour modifier la manière dont ils enseignent et faciliter les apprentissages chez les enfants. Alors ces contenus ne sont pas nouveaux parce que les neurosciences ne sont pas nouvelles. En revanche, l'application des neurosciences dans le champ de l'éducation, ça c'est nouveau. Alors c'est compliqué, ça a été compliqué de savoir précisément ce qui pouvait intéresser les enseignants dans tout le champ des neurosciences. Évidemment, il y a 10 ans, on ne pouvait pas intégrer ça dans le domaine de la formation des enseignants en formation initiale, tout simplement parce qu'on n'en savait pas suffisamment, en tout cas pas dans l'application. Aujourd'hui, on sait faire, on sait de mieux en mieux faire et aussi on s'est beaucoup trompé et on a beaucoup appris de nos erreurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut parler d'un plan de formation intéressant pour les enseignants, futurs enseignants, donc enseignants en formation initiale. Niveau 6e, 5e, donc on partait d'une situation avec une question qui était adaptable en fonction des niveaux. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui ou à un instant T que tu n'étais pas capable de faire hier. Donc après, on peut jouer sur les moments. Donc là, ils vont répondre individuellement, mise en commun des réponses, donc ça peut être écrit au tableau par exemple, on liste toutes les réponses. Ensuite, on leur demande, peux-tu expliquer pourquoi tu étais capable de le faire et tu n'étais pas capable de le faire et maintenant tu es capable de le faire. Donc réflexion individuelle, après une mise en commun également, peut-être en partie groupe, entre eux. Donc on va constater que plusieurs domaines apparaissent, parce qu'on avait une discussion, de dire qu'il y avait des points communs par rapport à des situations, des événements. Donc là on rebondit un petit peu aussi sur ce qu'ont dit les collègues par rapport à l'âge, par rapport à ces situations. Ce qui change dans les applications des neurosciences, c'est l'application, le regard, pardon, les applications, c'est le regard que les enseignants vont porter sur les élèves. Quand on sait ce qu'on sait aujourd'hui sur l'intelligence, quand on sait ce qu'on sait sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire ce qu'on sait sur la capacité du cerveau à modifier sa structure pour qu'il puisse s'adapter à son environnement, on n'enseigne plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait imaginer que tous les élèves étaient égaux à un élève et on enseigne de manière à ce que tout le monde entende le même message. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de cerveaux, des milliards de manières d'apprendre. Il n'y a pas 2 élèves qui apprennent de la même manière, d'où la nécessité pour l'enseignant de comprendre ce qu'est le cerveau, puis pour les élèves aussi. Ça, c'est un terrain d'application intéressant. Quand les élèves eux-mêmes comprennent que l'intelligence n'est pas fixe, qu'il y a une forme de plasticité cérébrale, eux-mêmes modifient la manière dont ils s'engagent dans les apprentissages. Ce n'est pas quelque chose qu'ils subissent, c'est quelque chose qu'ils construisent. Edgar Morin nous disait bien que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qu'on a à sa naissance, c'est quelque chose qu'on va construire au fur et à mesure de son existence. Donc l'enseignant a la responsabilité de la construction de l'intelligence chez les élèves, puisque justement il travaille avec le cerveau, il le formalise, bien sûr il participe à sa personnalité psychique, mais il participe aussi à la construction de son cerveau. Pour les enseignants et chefs d'établissement, la première étape dans ce travail de recherche est une prise de conscience sur son fonctionnement et son regard sur les élèves. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que l'établissement s'inscrit dans un projet. C'est évidemment un projet qui nous dépasse largement. Ce qu'on souhaite, c'est peut-être prétentieux, mais c'est essayer d'apporter quelque chose à l'enseignement et pouvoir tester un certain nombre de choses dans notre établissement et avec des collègues extérieurs de collège-lycée. Globalement, on est parti aujourd'hui à 25 dans cette expérience. Moi, j'espère qu'on pourra publier et puis peut-être diffuser des choses et ça donnera peut-être des idées à d'autres, quoi. Voilà. On n'a pas plus de prétention que ça, d'apporter notre
notre point de vue sur un certain nombre de choses et de passer au stade de l'expérimentation. Si d'autres veulent le récupérer, évidemment, ce sera bienvenu si c'est efficace. J'ai fait intervenir Pascal Toscani, parce que en parallèle de mon activité ici de chef d'établissement, je préside une organisation de chefs d'établissement qui s'appelle le Synadic. Et nous avions une assemblée générale, il doit y avoir 3 ans maintenant, je crois, à laquelle on l'avait fait intervenir. C'était le début de la communication et de la publicité autour de ces idées-là. D'aucuns s'étant posé la question de savoir si les connaissances nouvelles acquises sur le fonctionnement du cerveau par rapport aux études sur la maladie d'Alzheimer pouvaient être récupérées, réinterprétées dans le cadre de l'enseignement. Est-ce qu'on pouvait en tirer quelque chose? Et donc elle était intervenue, les gens étaient très enthousiasmés, et un certain nombre d'entre nous nous sommes dit, et si on allait plus loin, et si on mettait à notre disposition notre réseau de chefs d'établissement au service de l'activité de recherche de Pascal Toscani. Puisque initialement, l'application pédagogique était presque restreinte à un établissement de Angers. Et donc là, c'était la possibilité d'expérimenter sur le territoire, de diffuser les idées et de voir ce qui pourrait en sortir. Donc ce qui m'a sensibilisée aux neurosciences, il peut y avoir 2 aspects. Tout départ par rapport à mon métier d'enseignant. C'est vrai que je me suis toujours intéressée à comment fonctionnaient les élèves, et j'ai parfois été interpellée de voir, bon, moi j'ai une matière où on utilise beaucoup de tableaux, de voir que certains ne se retrouvaient pas du tout dans les tableaux et avaient besoin de rédiger, d'expliquer d'une autre façon. Et également un autre exemple, quand à l'oral ils présentent leur mémoire, ils ont parfois beaucoup de stress et sont bloqués, et avec une manifestation évidente du stress. Et donc, bon voilà, ces points m'ont interpellée dans mon métier d'enseignant. Et dans les neurosciences, j'ai pu peut-être trouver des éléments d'explication et des éléments qui pouvaient faire m'avancer dans ma pratique et dans la pratique des collègues. Et donc, suite à cela, on a souhaité le développer au niveau de l'établissement. Donc dans un premier temps, nous sommes allés en formation à la Toussaint 2013 avec un groupe d'enseignants pour se former davantage et aussi se former à la méthodologie de recherche. Et nous avons ensuite démarré le groupe Neuro 86. Comme son nom l'indique, c'est donc le département de la Vienne qui est concerné, avec 5 établissements allant du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et nous sommes une vingtaine d'enseignants et de chefs d'établissement à participer à ce groupe, qui est un groupe de recherche. Nous sommes donc accompagnés, nous avons des réunions régulières, environ 4 à 5 dans l'année, et nous sommes accompagnés par Pascal Toscani, qui est présente lors de ces réunions, qui sont des après-midi, pour nous suivre donc et nous accompagner à la méthodologie de recherche. Nous souhaitions dégager une problématique, alors notamment une thématique, qui est celle de la gestion du stress, plaisir d'apprendre et estime de soi. Voilà les 3 thématiques que nous avons dégagées. Et après, nous avons avancé sur ces thématiques et dans notre démarche. Alors, le premier contact, ça a été par l'intermédiaire de la conférence auquel j'ai assisté au lycée Saint-Jacques de Compostelle, qui était faite par Pascal Toscani. Donc je me suis dit, en sortant de la conférence, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, puisque peut-être que j'aurai des réponses à des questions que je me pose concernant mes élèves. Dans leur mode de fonctionnement, on observe qu'ils fonctionnent de manière différente. Ensuite, parfois, on leur propose de changer de méthode de travail, mais sont-elles adaptées si on ne connaît pas les origines de leurs problèmes d'apprentissage? Des élèves perdent leurs moyens, ils nous disent régulièrement « je perds mes moyens devant une copie, pourtant j'ai appris mon cours, mais devant ma feuille je ne sais plus rien ». Donc ces choses-là m'interpellent et je me suis dit que peut-être les neurosciences avaient des réponses à apporter pour nous changer nos méthodes de travail avec eux. Mon premier contact avec les neurosciences, c'était en 2010 sur Toulouse. En tant que formatrice d'enseignants de cadre pédagogique, je devais mettre en place un projet autour des intelligences multiples. Donc c'était un thème que je ne connaissais pas du tout. On était 5 formateurs
à travailler dessus. Et c'est là où j'ai découvert tout cela. Et c'était rassurant, du coup, en tant qu'enseignant et même en tant que formateur. Parce que ce sont des choses que l'on sent. On sent bien que les élèves sont différents, qu'il y a des intelligences différentes. Et ça légitime finalement certaines actions que l'on a pu mener ou que l'on a envie de mener et qu'on n'ose pas trop. Et voilà, c'est une forme de libération, je trouve. Dans ma façon de fonctionner, en tout cas pour l'instant je suis dans l'étape où je suis dans l'étape recherche et pas encore dans la mise en place ou alors de tout petits éléments, mais on ne peut pas dire. Mais par contre je suis beaucoup plus bienveillante par rapport aux difficultés de mes élèves face à l'apprentissage. Mon regard a changé, c'est-à-dire que je me dis pas c'est qu'il n'a pas appris, il n'a pas su apprendre. J'essaie de trouver avec lui maintenant des outils qui vont l'aider à être dans une meilleure phase d'apprentissage et d'optimiser son fonctionnement face à son apprentissage. Moi, je suis plus centrée sur l'accompagnement individuel. L'accompagnement dans les apprentissages, c'est vraiment ce qui me plaît. Et dans le plaisir d'apprendre et l'estime de soi. Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'interviens en tant que formatrice en lycée, ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur un retour de stage en GAP. GAP, c'est groupe d'analyse de pratique. C'est à un moment donné se poser et donner la parole à chacun et que chacun soit également responsable de la parole de l'autre et soit à l'écoute de l'autre. Ça m'a plus permis de savoir ce que je savais en fait. Ça m'a permis de mieux me bloquer en fait sur ce que j'avais pas réussi. Ça change, donc c'est intéressant, on voit autre chose et je trouve que ça a pu nous débloquer sur certaines situations. On pouvait en parler plus facilement que si on avait dû passer à l'écrit, enfin que à l'écrit et voilà, enfin ça, on peut dire plus de choses. Oui, ça va m'aider, oui. Alors, l'idée d'utiliser les intelligences multiples et les neurosciences est profondément ancrée, je crois, dans ce que je suis avant tout comme enseignante. Je suis très intéressée depuis 30 années maintenant à tout ce qui se fait au niveau des innovations pédagogiques. Je suis à la responsabilité de cet établissement avec une équipe qui est aussi très sensible à cela. Et de fait, je me suis lancée au travers des intelligences multiples dès lors que j'ai rencontré Christian Philibert, puis Pascal Toscani. Mais ce n'est pas renier tout ce qui a été fait avant, ni sur le plan de mon métier d'enseignante, ni sur le plan de mon métier de chef d'établissement. C'est aussi en fait utiliser tout ce qui a été fait précédemment et le nourrir un peu plus au travers de ces stratégies qui sont un petit peu différentes. On n'est pas dans quelque chose de révolutionnaire à tout prix. On est dans la bienveillance éducative qui permet de prendre l'enfant dans son intégralité. Alors, ce qui a changé, c'est d'abord que les enseignants se sont intéressés de plus en plus et ont été formés, donc, et par Madame Pascal Toscani, et par Christian Philibert, et par d'autres encore, puisque nous avons écrit aussi le projet d'établissement. Donc les postures des enseignants ont changé. Les configurations de classe ont changé puisqu'on ne travaille plus en cours magistral, on est aussi avec des configurations d'îlots. Les élèves et la relation avec les enseignants se fait plus fluide. Je crois que c'est bien plus intéressant et la communication est facilitée. Et qu'est-ce qui a changé encore? Je crois que bon nombre de choses changent. Je prends pour exemple le conseil de classe. En fait, c'est le point central. C'est une question que je me pose depuis très longtemps et que l'équipe se pose aussi.
Qu'est-ce qui fait que l'on change de regard sur un enfant et qu'est-ce qui fait que les regards pluriels autour d'un enfant le font aussi grandir et cheminer. Et ce conseil de classe-là, précisément, a vraiment, vraiment changé au sein de l'établissement, au fil du temps. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui datait, il y avait une réflexion antérieure déjà, mais petit à petit, on chemine vers des choses très positives et les conseils de classe changent, les entretiens avec les familles changent, parce qu'on va au-delà du scolaire, on est aussi un petit peu plus dans l'éducatif. Et les intelligences multiples, les neurosciences, le travail coopératif, les classes inversées ont un impact très fort, je crois, sur la façon d'enseigner. Une jeune enseignante, par exemple, qui arrive avec sa formation universitaire et qui, dès lors qu'elle a quelques informations sur les intelligences multiples, les neurosciences ou autres d'ailleurs, va petit à petit changer de posture auprès de sa classe. Donc ça, c'est un impact très fort. Un autre exemple que je peux vous citer, que je trouvais assez révélateur, nous avons aussi dans nos établissements des règles de fonctionnement, des conseils de discipline très rares, mais aussi en préambule des conseils d'éducation, c'est-à-dire c'est ce qui précède le conseil de discipline. Et le conseil d'éducation, nous en avons fait un il n'y a pas longtemps avec un élève, la famille, une équipe de professeurs. Nous avons été dans une démarche, je crois, positive et nous sommes sortis du conseil d'éducation. Les parents sont venus nous remercier pour nous dire, ben voilà, nous avons trouvé quelque chose qui permettait à l'enfant de grandir et le gamin, il a changé effectivement suite au conseil d'éducation. Ce sont des petites choses, on est au balbutiement peut-être de quelque chose, mais néanmoins on avance et on chemine. Voilà, donc c'est en ce sens-là que je trouve ça intéressant. Il y a 2 ans de ça, nous avons dans l'établissement lancé ce projet de s'intéresser à une autre façon d'enseigner, à permettre aux enfants de se découvrir. Et donc ça rentrait tout à fait dans ma formation et dans ce que j'aime. Donc j'ai lancé j'ai adhéré à ce projet et j'ai commencé à travailler avec les élèves l'année dernière. Finalement, on s'aperçoit qu'à travers tous les cours, on fait un peu de neurosciences d'une façon ou d'une autre et ça a permis de le développer énormément grâce aux intervenants extérieurs qui sont venus nous aider. Ça permet aussi aux enfants d'avoir une autre relation avec l'adulte et de ne plus être forcément dans la relation prof-élève, mais de découvrir qu'on veut leur faire comprendre leur façon de fonctionner et leur donner des outils de travail pour leur apprentissage. Alors l'année dernière, j'ai travaillé beaucoup sur les neuromythes avec un groupe de 6e et c'était en fin d'année en fait. Et cette année, on est parti sur le plaisir d'apprendre et le déplaisir d'apprendre afin de leur faire comprendre que si on y met un peu plus, si on trouve des outils pour y trouver du plaisir, l'apprentissage va se faire de manière nettement plus probante. Donc j'ai commencé avec des questions pour leur permettre de découvrir un peu tout doucement ce plaisir d'apprendre, les mettre en situation, afin qu'ils recherchent en eux-mêmes dans quel contexte ils ressentent ce plaisir. Et une fois que cette notion est bien acquise, ça leur permet d'aller de l'avant et de mettre en place les scénettes que l'on a pu voir. Ils mettent du coup en parallèle également le déplaisir. Le plaisir qui est souvent lié au sport pour eux et à leur loisir, et le déplaisir qui va être lié à l'apprentissage de leurs leçons pures et qui leur permet, par ces cours-là, de trouver d'autres petits moyens d'apprendre différemment. L'objectif premier, c'est l'épanouissement de l'enfant dans un cadre scolaire et extrascolaire, qu'il apprenne vraiment à comprendre comment il fonctionne, qu'il apprenne à comprendre l'impact de ses émotions sur son fonctionnement, sur son apprentissage évidemment, sur ses études futures, qu'il essaye de se trouver des moyens personnels pour adapter ses difficultés, pour progresser dans tous ses apprentissages en fait. En fait, on a fait des scènes pour dire comment c'est pour nous le plaisir d'apprendre ou le déplaisir. Et ça nous a appris aussi un peu comment est-ce qu'on pouvait réviser ou pas nos leçons.
À la maison, à quoi c'était plus facile ou des choses comme ça? On a mis en scène des scènes sur les cours qu'on fait chaque jour, sur notre vie quotidienne. Ça nous a expliqué comment on pourrait faire pour apprendre plus facilement. J'ose beaucoup plus de choses en classe sans me dire peut-être que je me trompe, etc. J'ose beaucoup plus expérimenter en fait. Donc pour faire de la grammaire, passer par le jeu, pour étudier des textes, parfois je passe par le dessin, c'est des soucis de compréhension, ou par la mise en scène, ou ça peut être plein de choses, par la mise en voix de texte, ça peut être par le mime. Voilà, j'ose plus de choses et puis je peux aborder des textes ou de la grammaire de différentes manières pour justement que les élèves comprennent tout ça. Moi, je trouve que les élèves, ce que moi je ressens, c'est qu'ils ont la motivation. Ça, je trouve qu'ils sont plus motivés à justement la grammaire. Quand on leur parle, quand on leur dit grammaire, tout de suite ils peuvent se faire non, la grammaire, j'aime pas ça. Et puis finalement, quand on leur propose par le jeu, par des défis, ça peut être des jeux par équipe, tout de suite ils ont plus, la barrière s'efface et ils rentrent plus facilement dans des notions. Donc je trouve que rien que ça, c'est déjà pas mal sur certains points qui peuvent leur paraître obscurs, ennuyeux, etc. Pour moi, je pense que ce qu'il faudrait garder dans notre enseignement, c'est le plaisir des élèves. C'est vrai que quand on a la motivation, quand on arrive à les accrocher par différents biais, en les touchant, en les entraînant dans ce qu'eux savent faire à travers leurs différentes intelligences, ils rentrent dedans et c'est vrai que l'apprentissage ensuite est beaucoup plus facile. Et je pense que tant qu'ils gardent ce plaisir, tant qu'ils sont motivés à faire les choses, ils arrivent à apprendre. Alors cet après-midi, on va faire une activité que l'on fait toutes les semaines. Tous les vendredis, on prend un temps, parce que je suis professeure principale en 6e et les professeurs de 6e ont décidé de prendre un temps pour réfléchir à ce qui avait été enseigné dans 5 matières tout au long de la semaine. Donc par groupe, ils vont éclaircir un petit peu leurs idées sur les 5 grands domaines et ils vont ainsi mettre sur un panneau les idées clés, les mots nouveaux, les concepts vus pendant la semaine. Alors c'est vrai que ça apporte, je pense, comment dirais-je, ça leur permet de retenir les informations importantes et ça leur permet aussi d'éclaircir un petit peu leurs pensées pour ne retenir que l'essentiel. Et bon, c'est une expérience, on a commencé ça en début d'année, on va voir si ça porte ses fruits ou non. On se comprend et que des fois avec les profs, ils nous expliquent, mais on comprend pas très bien vu qu'ils parlent comme des grandes personnes, bien que nous, les copains, on a un langage et ce langage, on peut le continuer à l'avoir pour comprendre mieux. L'idée de départ était plutôt de réfléchir sur le temps scolaire, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur la façon d'aménager le temps dans notre établissement. Et depuis mon arrivée au Collège Saint-Charles, je souhaitais aussi pouvoir travailler en partenariat avec un institut universitaire. Et je m'étais adressé bien sûr à l'IFUCOM, à Bernard David à l'époque, pour savoir s'il n'y avait pas un projet d'action-recherche qui pouvait être mis en place. Et c'est l'arrivée de Pascal Toscani qui nous a permis de redéfinir notre projet initial, c'est-à-dire de passer un petit peu du comment au pourquoi, c'est-à-dire de passer l'aménagement du temps à comment utiliser le temps. Ce travail nous a permis d'abord de nous interroger. C'est un métier, le métier d'enseignant, le métier d'éducateur, c'est un métier parfois qui roule sans qu'on puisse poser des éléments de réflexion en pensant qu'on a à peu près l'habitude de traiter un certain nombre de problèmes et on n'ose peut-être pas finalement les explorer davantage. Et l'arrivée des neurosciences avec Pascal Toscani nous a permis déjà de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le cerveau, ce qui pour nous, pédagogues, était quand même le b.a.-ba. D'abord nous-mêmes, comprendre comment nous fonctionnons, et surtout après comment nous fonctionnons en interaction avec des élèves dans des processus d'apprentissage. Donc on a pu affiner
de façon extrêmement intéressante tous les éléments d'un processus d'apprentissage entre l'attention, la compréhension, la mémorisation, de façon beaucoup plus fine, de façon à aborder ces questions avec un engagement différent et avec un relationnel avec les élèves aussi très différent. Je crois que ce qui a modifié le plus notre comportement avec l'apport des neurosciences, c'est le regard qu'on porte sur les élèves. Un adjectif au nom, ok. Déterminant. On peut lui mettre un déterminant, ça marche. Vous vous rappelez de tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non? On regarde rapidement. Alors, juste pour se mettre en mémoire... Des fois, je regarde un peu mon début de carrière et je me dis, bon sang, si j'avais su... Enfin, j'avais connu ça au début de carrière. Je pense que tout le monde peut se dire ça. Il ne faut pas se flageller pour autant. Hein. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on peut maintenant mettre des mots sur un élève qui ne comprend pas. C'est-à-dire, c'est quoi ne pas comprendre? Si on ne sait pas ce que c'est comprendre, ce que c'est qu'apprendre, on a du mal à savoir ce que c'est que ne pas apprendre ou de ne pas comprendre. Donc on est bien plus patient. Il y a longtemps que je pensais ça, mais maintenant j'en suis persuadé, scientifiquement prouvé, personne n'a intérêt à ne pas réussir. Donc un môme qui se trompe, c'est un môme qui s'est trompé de procédure, ou qui a parce qu'il faut en mémoire lexicale, ou qui a des problèmes pour faire du lien, donc la mémoire sémantique ne fonctionne pas bien, etc. Une mauvaise conceptualisation. Tout ça, les neurosciences, enfin la psychologie cognitive et les neurosciences nous le révèlent, quoi. Donc ça change vraiment la donne. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'énerver, il ne comprend pas, c'est à moi de trouver le chemin par lequel ça va mieux passer, quoi. Mais c'est mon boulot. Donc, pareil en ce qui concerne la motivation, je ne vais pas lui reprocher de ne pas être motivé ou de ne pas être concentré. C'est à moi de me débrouiller pour de capter l'attention, qu'il soit concentré et leur apprendre c'est quoi être concentré. Vous avez bien vu tout à l'heure, hein, des mots on peut leur dire réfléchis un peu, donc réfléchir, il va réfléchir à réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi réfléchir quand on dit réfléchir à un môme, quoi? Ou fais attention, ou alors ils nous disent ouais mais c'est une faute d'étourderie. Ça veut dire quoi une faute d'étourderie? Une faute déjà, une faute ça relève du pénal, quoi. Hein, donc voilà, ça change beaucoup de choses. Alors pour autant, on ne fait pas des miracles. Hein. Moi, quand je pense à certains élèves que j'ai eus en début de carrière, j'aurais sûrement pu les aider. Bon, c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde. Mais il y a souvent des élèves aussi qui passeront à travers les mailles. Mais par contre, on va pouvoir aider tout le monde. Tout le monde peut progresser. Ça, c'est la grande richesse hein, de cette découverte de la plasticité cérébrale. On se dit, tout le monde peut avancer. Et si on ne fait pas avancer tout le monde, on n'est pas bon, quoi. Parce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire avancer tout le monde. Tout le monde ne va pas rattraper le peloton, il y aura encore de l'échec scolaire, il y aura des gens qui sont un peu à la traîne, mais néanmoins, tout le monde va pouvoir progresser. C'est ça qui est fondamental, quoi. Et puis apprendre, ça devient... c'est une joie, quoi. C'est-à-dire qu'on enlève du stress, vous l'avez peut-être senti tout à l'heure, là, mais on enlève du stress, on est là pour bosser, mais ça rend heureux. Devenir moins bête, ça rend heureux. Moi, quand j'apprends quelque chose, je suis plus heureux, quoi. C'est pareil, faire goûter la joie d'apprendre aux élèves, quoi. Petits enfants qui n'ont pas fait le petit coin de marionnette là-bas avec la télé. Romane, t'as envie? Tu l'as pas fait encore? Moi, j'ai pas fait. Eh bien, on peut être deux. Romane, tu veux y aller? Avec la télé, vous allez nous préparer un spectacle? Ouais. Alors deux. Il y a une couronne qui est tombée. Eh bien, tu la poses, viens la poser ici. Viens la poser ici. La couleur Charlotte, attends, on va regarder qui est-ce qui reste. Manon. Est-ce que Manon, elle n'a jamais été? Manon, veux-tu faire le déguisement? Oui. Tu veux aller sur la structure ici? Oui. Ça a changé en premier lieu le regard qu'on porte sur les enfants. C'est-à-dire qu'il est plus possible maintenant de dire qu'un enfant n'est pas intelligent, qu'il est fainéant. Tous ces mots-là, à partir du moment où on commence à parler du cerveau et qu'on comprend, c'est des termes qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça a vraiment changé le regard parce que les enfants qui ont des difficultés, que ce soit dans l'apprentissage du langage ou des choses comme ça, on ne le voit plus comme une difficulté, mais comment remédier pour qu'ils apprennent et comment remédier en passant par d'autres portes qu'on n'a pas toujours l'habitude, nous, dans notre société, d'utiliser. Les neurosciences sont un vaste domaine d'étude. Parmi toutes les théories qui le composent, la théorie des intelligences multiples est l'une des plus reconnues et utilisées dans le monde de l'éducation. Christian Philibert en est un spécialiste. Oui. La théorie des intelligences multiples, c'est pas quelque chose qui est né d'abord dans la tête de quelqu'un comme ça un matin qui s'est levé en disant « Ah, mais on a 8 intelligences ». C'est tout un travail de recherche
qui a été effectué par un Américain qui s'appelle Howard Gardner, qui est toujours enseignant à l'université de Harvard, qui était à ce moment-là enseignant à l'université de Harvard, en neuropsychologie, voilà, et qui va s'intéresser au fond à la question de peut-on mesurer le potentiel humain, c'est-à-dire est-ce qu'un adulte, un enfant, est-ce qu'on peut dire au fond quelque chose de sa capacité intellectuelle? En gros, c'était ça. Avec l'idée que ce qu'on trouve dans les tests, tout ce qui va être QI, et qui était une mode aux États-Unis, aussi bien pour trier les gens que pour avoir un emploi, eh bien, il se rend compte à ce moment-là que c'est quelque chose qui ne mesure pas l'intelligence. On ne peut pas mesurer l'intelligence. Ce qu'on mesure, c'est à la rigueur la capacité à répondre à des questions, à la capacité à... comment j'allais dire, à utiliser son intelligence, mais pas l'intelligence elle-même. Ça, c'est une évidence pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il va faire tout un travail qui va lui permettre de regarder, au fond, comment fonctionne l'intelligence, non seulement aux États-Unis, mais partout sur la planète. C'est-à-dire, c'est un travail de recherche où il va aller justement travailler aussi bien avec ce qui se passe en Amérique latine qu'en Afrique ou en Asie, de façon à se dire... comment est-ce que je peux sortir d'un modèle qui est celui d'une intelligence unique d'abord, ça c'est important, et puis d'autre part, parce qu'il se rend compte qu'au fond, entre un danseur, un pêcheur de perles ou un architecte, ils n'utilisent pas leur intelligence de la même façon, et surtout ils pensent qu'ils n'utilisent pas les mêmes intelligences. Et donc à partir de là, il se lance dans un travail qui est... absolument colossal, hein, qui va donner un ouvrage très épais qui s'appelle Frames of Mind, c'est-à-dire les formes de l'intelligence, et dans lequel il va déterminer au départ 7 formes seulement d'intelligence. Hein, on verra arriver l'intelligence naturaliste 10 ans après dans un autre ouvrage qui sera consacré à l'éducation. Donc son travail, c'est d'abord et avant tout, qu'est-ce qui fait la capacité d'un humain? C'est quoi au fond notre capacité à être intelligent? Comment se détermine cette capacité que nous avons à penser, à réfléchir, à résoudre des problèmes. Et il va déterminer d'ailleurs l'intelligence autour de cette définition-là, c'est-à-dire ce qui nous permet à la fois de résoudre des problèmes dans la vie, ce qui nous permet de nous poser des questions, de réfléchir, de créer, etc. C'est-à-dire dans différentes situations, mais qui sont des situations réelles liées à notre contexte culturel. Et ça, c'est la première chose, c'est changer de regard par rapport à cette intelligence. Nous sommes plus intelligents que nous le pensons, et notre intelligence n'est pas seulement quelque chose qui serait tout petit et enfermé dans notre cerveau, mais sans doute beaucoup plus large. C'est tout notre corps qui est intelligent, et c'est tout notre environnement qui est intelligent avec nous. La deuxième chose, c'est... de rentrer dans une forme de développement de cette intelligence. C'est-à-dire, souvent on passe aux enseignants un petit film d'Albert Jacquard où il dit « on ne naît pas intelligent, mais on construit peu à peu son intelligence ». C'est-à-dire qu'au fond, chacun de nous est responsable du développement de son intelligence. Ça veut dire que non seulement c'est une question de responsabilité, mais c'est la question même sans doute du sens de notre propre vie. Notre propre vie, c'est sans doute de développer, nous sommes amenés, ou nous sommes appelés à développer nos intelligences et à aller le plus loin possible dans chacune de ces intelligences-là, sans forcément devenir ni des obsédés, ni des hyperactifs. Mais on voit bien à la fois savoir profiter de la vie et savoir élargir toutes nos compétences pour pouvoir justement augmenter ce plaisir de saveur que peut nous donner le monde et la vie. La troisième chose, ce serait, pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres, c'est-à-dire comprendre que les autres ont d'autres formes d'intelligence, dont on a besoin nous aussi, ou avec lesquelles c'est intéressant de partager, parce que notre intelligence nous donne aussi une certaine façon de voir le monde ou de comprendre le monde, et que d'autres ne voient pas le monde comme nous, ne comprennent pas le monde comme nous, et dans cet échange avec les autres, et c'est pas seulement comprendre les autres
parce qu'il faudrait être bien gentil, etc. C'est une sorte d'enrichissement mutuel par rapport à ça. Et sans doute d'ailleurs que les enjeux politiques ou les enjeux démocratiques ou les enjeux de la paix reposent au fond sur une façon de comprendre que les autres voient le monde différemment de nous, ont développé d'autres intelligences à cause de leur culture ou à cause de ce qu'ils sont. Et donc là, il y a quelque chose qui va à la fois du sens individuel de notre existence à ce qui est au fond le rapport politique dans le sens noble du terme. Alors dans ma classe, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai essayé de faire en sorte que dans les locaux qu'on pouvait utiliser, c'est-à-dire la salle de motricité ou même le vestiaire, je puisse avoir dans ma classe des lieux qui représentent toutes les intelligences. Et ça a changé aussi la manière de fonctionner, puisque dans la classe, maintenant, c'est beaucoup de petits lieux où on met plus particulièrement dans la classe les choses plus calmes, les intelligences plus calmes, c'est-à-dire on fait beaucoup plus la lecture, voilà, visuo-spatiale aussi, peinture, qui sont plus calmes. Et dans la salle de jeu, on garde les activités qui sont plus dans l'action, mais qui ont aussi lieu, qui touchent aussi des intelligences. Comme ce matin, vous avez pu voir lorsqu'on fait marionnette ou lorsqu'on fait déguisement. Là, on est dans le langage, vraiment dans le langage. Et là, les enfants peuvent s'exprimer comme ils veulent. Ça donne une autre porte. L'intelligence musicale, on a beaucoup de mal à mettre de la musique dans nos classes parce que c'est relativement bruyant. Vous avez vu, on est nombreux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Si on ne met pas un endroit spécial avec un temps spécial, on n'en fait pas souvent, en fait. On fait simplement sur des moments formels. Alors que là, on a pu voir, par exemple, avec Pierre, que Pierre, là, il était bien, il était dans son petit monde. Et ça, c'est une possibilité qu'on donne chaque jour. Et puis, celle qui est très importante, hein, messieurs, c'est toute l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est aussi, souvent on est en grand groupe, l'idée de faire un petit groupe permet des échanges, et vous avez vu la création qu'il y a eu, ne serait-ce que dans tout ce qui a été présenté, que ce soit les enfants qui étaient sur la structure, sur les tapis. En fait, c'est un lieu d'échange aussi. Et ce côté-là, on ne peut pas oublier cette intelligence-là, que ce soit l'intrapersonnel ou l'interpersonnel. Donc ça a changé tout ça, puisqu'il a fallu réfléchir pour pouvoir installer, pour que dans la classe soient représentées toutes les intelligences, que ça soit l'intra, l'inter, la musicale, et ça a changé beaucoup de choses. Et ça a permis de voir des enfants avec un autre regard, puisque des enfants qui peuvent très difficilement, qui sont très timides, peuvent tout d'un coup, sur le côté marionnette, parler beaucoup, s'exprimer, et ça nous permet de regarder les enfants différemment. C'est-à-dire que les enfants qu'on peut penser timorés ou en retrait, dans d'autres lieux, par exemple avec la musique, par exemple. Moi, j'ai vu des enfants très en retrait, mais en musique, c'est flagrant. Des enfants qui sont capables de montrer une prestation musicale, alors qu'ils sont vraiment en retrait, ils n'aiment pas le groupe. Donc c'est tout ça, ça nous donne un regard sur les enfants différent. L'école Saint-Vincent de Brissac-Quincé a même choisi de faire des intelligences multiples son projet sur l'année. On fait une journée où les enfants vont expérimenter. Donc là, c'est pas le but d'aller vers une intelligence pour qu'ils auraient plus une disposition, mais c'est vraiment expérimenter toutes les intelligences. Donc en fait, au cours de l'année, ils vont passer dans tous les ateliers, de la maternelle jusqu'au CM2. Donc là, ça permet aussi de vivre autre chose au niveau, enfin tout ce qui est interpersonnel, c'est très important aussi. Et puis, voilà, l'idée c'est d'expérimenter et d'être un peu dans cette culture aussi, de vivre des choses ensemble, le côté un peu festif. Donc là, ça leur plaît beaucoup. Et la deuxième chose, alors là c'est tout nouveau, on met en place donc un portfolio. Alors le portfolio, donc pour l'instant, c'est la première année. Donc, le portfolio, il va commencer donc de la petite section jusqu'au CM2. Et
il y a donc des parties où on apprend un petit peu à mieux se connaître, donc quelle est l'intelligence, les tests qu'ils ont passés pour connaître leur intelligence, qu'est-ce qu'ils ont un petit peu à travailler pour que l'intelligence, les intelligences sur lesquelles ils sont un petit peu moins performants, qu'ils sont moins portés vers cette intelligence, pour faire en sorte qu'ils puissent la travailler. Et puis dessus, dans ce portfolio, ils ont la possibilité aussi de mettre des choses sur lesquelles ils vont se présenter, leur famille, leur goût, les choses qu'ils ont réussi, parce que nous, on voudrait aussi que ça soit un autre moyen de les évaluer. C'est-à-dire que pas les évaluations classiques avec ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, mais vraiment leur réussite, et que ça soit quelque chose après vraiment mettre en valeur, ça soit vraiment quelque chose qui représente bien ce qu'ils sont réellement et dont ils sont fiers d'eux. On voudrait travailler ce système d'évaluation aussi. Et en plus, le portfolio, on est en plein dans les compétences du socle commun qui demandent justement à apprendre et vraiment à connaître bien les dispositions, comment est-ce qu'on est élève et comment on peut progresser à l'école et essayer de trouver toutes les manières pour réussir, une vraie réussite. Alors, ce qui a changé dans notre manière d'enseigner, déjà une première chose, le fait d'avoir compris déjà comment notre intelligence fonctionnait, on s'est aperçu que finalement, les élèves, on préparait notre classe en fonction de ce que l'on était. Donc, si on n'était pas du tout kinesthésiste, on ne faisait absolument rien au niveau de... On mettait très peu de dispositifs pour que les enfants puissent travailler avec leur corps, apprendre, ou d'autres, ou si on était moins... au niveau, je pense aussi visio-spatial, on mettait moins de dispositifs. Donc ça a été une première prise de conscience dans chaque classe, dans ma classe aussi. Donc ça nous a un petit peu aidé. Et puis aussi sur certaines choses que l'on faisait intuitivement, sans savoir que, on était déjà un petit peu dans cette démarche-là. Je pense notamment en mathématiques, où on faisait déjà beaucoup de gestion mentale avec les élèves, au niveau du calcul mental, avec beaucoup de manipulation. Donc ça nous a confortés pour continuer dans ce sens-là et travailler pour mettre encore plus de dispositifs auprès des élèves. J'ai mis en place comme outil la grammaire de Montessori. Donc c'est pour classer les mots. Les mots sont classés, donc la nature des mots. Ils ont pour chaque nature de mot une représentation par une image. Le nom est représenté par un grand triangle noir, l'adjectif par un triangle violet, le déterminant par un petit triangle bleu. Voilà, donc il y a plusieurs symboles. Et les enfants vont donc associer cette image à la nature du mot. Donc pour les enfants qui sont, notamment ceux qui sont visuels, ça va les aider déjà à mettre la nature du mot, à la repérer beaucoup plus vite. Après, cette recherche de nature de mots, elle va nous permettre après, dans la phrase, d'accéder aussi plus vite aux accords. Parce que ces triangles, par exemple, qui sont mis les uns à côté des autres, les triangles, ils doivent être en accord. C'est-à-dire qu'ils doivent être tous, par exemple, féminin singulier, féminin pluriel. Donc ils ont un visuel qui permet de dire, là, il faut que je fasse attention, ces mots-là, il faut qu'ils soient accordés parce qu'ils sont tous représentés par un triangle. Le verbe, il est rouge, lui, il varie aussi. Donc il y a aussi tous ces signes qui appartiennent à des mots qui vont être variables dans la phrase et ceux qui sont plutôt invariables, c'est-à-dire qui dans la phrase de toute façon ne changeront pas. Donc déjà ça rassure aussi les enfants. Ils disent voilà, ces mots-là, de toute façon, ils sont invariables dans la phrase, ils ne vont pas changer. Ça aussi, ça permet à des enfants qui ont une surcharge par rapport à l'orthographe, qui ne gèrent pas toute la quantité de mots à associer ensemble, à mettre ensemble. Voilà, ils se disent voilà, ces mots-là, je sais les écrire ou je ne sais pas les écrire, mais eux, ils ne vont pas changer dans la phrase. J'ai mis aussi en place le mind mapping. Le mind mapping, je l'ai amené d'abord comme une façon de mémoriser.
Donc, c'est-à-dire ça synthétise le cours, ça permet à l'enfant de rassembler ses idées, de construire son cours sur une page. Et ça permet pour certains enfants qui, dans la quantité du texte, peuvent trouver ce moment-là un peu laborieux, apprendre un texte complet, voilà, ça peut être pour certains difficile. Donc ils ont ce visuel qui aide à la mémorisation par l'image, les mots, ça dépend. C'est aussi, je le mets d'abord en place donc pour la mémorisation, mais le but aussi c'est que l'enfant s'approprie ce mind map et après qu'il en fasse un outil qui va l'aider à construire aussi sa pensée. Il va pouvoir après construire pour s'organiser par exemple dans son matériel. Et il va construire son mind map pour s'organiser, c'est-à-dire il faut que je pense à tel outil le soir quand j'ai besoin de faire mon travail de grammaire ou dans mon cartable je mets tel outil pour faire apprendre mes sciences. C'est aussi quelque chose qu'ils doivent au bout d'un moment s'approprier. Leurs mind mapping sont pour la plupart du temps jamais les mêmes. Ça correspond à leur pensée, à la façon dont ils se représentent le cours par exemple. Je pense qu'avec ces méthodes, on arrive à toucher d'autres enfants et à les mettre en valeur sur des domaines qui, au départ, pour eux, étaient difficiles. Notamment sur la grammaire, par exemple. Des enfants qui, pour eux, la grammaire, ça ne leur parlait pas du tout. Quand on disait on va étudier la nature des mots, ça ne leur parlait pas. Voilà, des enfants qui vont l'aborder avec un autre regard et puis aussi avec une autre motivation, en se disant, voilà, aujourd'hui, je vais faire de la grammaire, mais je vais le faire avec moi, ce qui me parle à moi et ce qui me permet de comprendre. Donc, ça aide certains enfants à aborder la classe, à venir en classe avec peut-être moins d'a priori ou de crainte. Ça a apporté aussi, je pense, dans l'aide à la mémorisation pour les enfants, vraiment. Certains qui par exemple n'arrivaient pas à apprendre leurs leçons de grammaire ou de conjugaison, donc je fais en sorte qu'ils aient toujours le côté textuel, c'est-à-dire que dans leur cahier outils de français ils ont le côté textuel, mais ils ont aussi le côté mind mapping, c'est-à-dire qu'il y a la carte mentale à chaque fois de la leçon et ils choisissent, c'est-à-dire que voilà, est-ce que moi j'apprends mieux avec le mind mapping ou j'apprends mieux avec... ils ont appris à se connaître d'abord, déjà voir comment ils apprenaient, et du coup, la mémorisation est beaucoup moins laborieuse pour certains. Je pense aussi que ça a permis à certains enfants qui ne s'exprimaient pas beaucoup, parce qu'ils se sentaient peut-être pas entendus de la bonne façon, de s'exprimer davantage, et d'exprimer davantage leurs idées, en se disant, moi aussi, j'ai des choses à apprendre aux autres, à faire apprendre aux autres, et une manière de voir les choses qui peut avoir son importance au sein de la classe. C'est pas parce que je ne pense pas qu'avec les mots, les textes, que moi j'ai pas ma place et que c'est pas important aussi la façon dont je pense que je peux exprimer par la nature ou par l'image, par le dessin, c'est aussi une façon de montrer son intelligence et d'accéder au savoir de tout le monde. Pour aller le récupérer en dessous. Les intelligences multiples, ça sert à savoir nos compétences et ce qu'on est moins fort dans les compétences. Apprendre à développer ce qu'on ne sait pas vraiment faire chez nous. On a fait un test. Ça sert à quoi ? À savoir quelle intelligence on est. Oui. C'est-à-dire apprendre à faire ? À me connaître. Quand on faisait les ateliers, on voit, par exemple, moi j'ai fait cœur en soi. Avant j'aimais pas, j'aime mieux maintenant que j'ai fait l'atelier. Alors t'as appris quoi en fait à cet atelier ? J'ai appris que c'était bien d'être seule ou de pas tout le temps être avec les autres. À apprendre autrement pour mieux comprendre certaines choses,
pour mieux réussir dans des choses qu'on n'arrivait pas avant. Parce qu'on apprend différemment avec d'autres choses, en jouant, en faisant des dessins, en faisant plein de choses pour apprendre autrement. Moi, c'est plutôt dans les étiquettes de Montessori. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, toi? J'arrive mieux, j'apprends mieux avec. Qu'est-ce que tu retiens mieux? J'arrive mieux à accorder. Dans mon ancienne école, on n'apprenait pas avec les étiquettes pour savoir comment, les phrases. On faisait pas des mind maps. Et maintenant, j'arrive mieux parce qu'on fait des mind maps. Dans mon ancienne école, on faisait pas les activités multibrio. On apprenait comme tout le monde et c'est mieux. C'est quoi les multibrio ou d'apprendre avant comme tu faisais? Maintenant, c'est mieux. La prise en compte des nouvelles données neuroscientifiques pendant l'apprentissage n'en est qu'à ses débuts. Nous avons pu voir quelques-uns des pionniers de ce domaine, mais la route vers une meilleure prise en compte de chacun est encore longue. Cependant, tous ont l'espoir et la volonté de construire l'école de demain. Les professeurs d'hier faisaient très bien et très consciencieusement ce qu'ils avaient à faire. Ils ont formé quantité de jeunes et fort bien. Le professeur d'aujourd'hui étant effectivement lui aussi très bien formé sur le plan universitaire, des didactiques de sa discipline, etc. Le professeur de demain sera sans doute confronté encore plus au numérique et il faudra faire preuve de beaucoup de discernement à ce propos. Ça, c'est vraiment un challenge important. Et le professeur de demain sera aussi dans l'obligation de prendre de plus en plus l'enfant dans son intégralité, je crois. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On a appris des choses par les neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Maintenant, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Il y a plein de choses nouvelles, on découvre. De là à dire que ça apparaît, que ce soit flagrant dans toutes les classes, non. Mais dans le regard que les enseignants portent, oui. Parce que ça a changé quelque chose à l'intérieur de nous. Ça nous a vraiment changé de se dire que le cerveau ne fonctionnait pas comme on imaginait. Donc c'est sûr que ça change. Après, dans la réalité, c'est peut-être pas si flagrant que ça. Mais je pense que pour chacun des enseignants, c'est de toute façon une meilleure écoute individuelle de chacun. On voudrait aussi vraiment faire en sorte que les parents prennent part aussi à cette manière d'apprendre. On aimerait bien aussi travailler avec les professeurs du collège pour qu'il y ait une continuité aussi sur cette manière d'apprendre. Et puis peut-être travailler aussi, si vraiment ça fonctionne, aller vraiment vers une pédagogie qui tourne vraiment autour de cette forme d'apprentissage, un petit peu peut-être apprendre à plus se détacher des manuels pour arriver à créer vraiment des vrais outils. Mais là, c'est du gros travail. Quand on aura compris aussi que, et ça va tout à fait avec ce que je viens de dire, que l'enfant a besoin d'être dans la complexité. Ça veut dire que si les matières sont saucissonnées, n'ont pas de sens entre elles, on ne peut pas demander à l'enfant de donner du sens à ce à quoi on n'en a pas donné nous-mêmes en tant qu'enseignant. On ne peut pas l'inventer. Et donc, apprendre, c'est aussi apprendre dans des domaines particuliers, dans des domaines de compétences. Et quand de la même manière on évoluera, on fera évoluer le système scolaire par compétences, par domaine de compétences, on aura fait un grand pas. Mais je crois que l'éducation nationale aujourd'hui entend ça très très bien. Aujourd'hui, le nouveau socle commun est sorti et c'est vraiment ce que travaille l'éducation nationale. On est en train de changer. Je crois qu'aujourd'hui, on prend ce chemin-là. Nous avons l'ambition d'essayer de participer à un bouleversement quand même notable du système éducatif français. Alors modestement, nous le ferons à la dimension de notre établissement, même en partageant effectivement avec les collègues qui sont intéressés, mais notre volonté maintenant, c'est d'aller beaucoup plus loin et de repenser tous les gestes éducatifs et pédagogiques que nous avons, bien sûr à la lumière des neurosciences, mais pas uniquement
à la lumière des neurosciences. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent nous intéresser dans la mise en place de ces processus. Mais il est évident que tout ce travail qui a été engagé a fini par éclairer aussi tous les dysfonctionnements qu'on peut mieux maintenant comprendre au sein de l'établissement et de façon générale dans l'éducation française. Donc nous appelons vraiment de nos voeux, je vais dire même pas un changement, mais une métamorphose du système éducatif français.